Bonjour explorateur, bienvenue à toi à la bibliothèque de Babel. Donne-moi les premiers mots qui te viennent à l'esprit, afin que je puisse te renseigner sur le chemin que tu dois traverser. Intéressant. J'ai toujours été subjugué par l'atmosphère de cette malédiction. Alors c'est avec un intérêt accentué que je vais accéder à ta demande. Alors prends place et laisse-moi te guider au fin fond des forêts obscures où la bête semble guetter tout un village. À l'époque de mon vivant, même si le temps n'est qu'une notion humaine, une soirée m'est gardée en mémoire. Un article que j'avais vu présentait l'information que la super lune rose allait revêtir son manteau de lumière, afin d'éclairer de sa superbe nos nuits noires jusqu'à là, dominées par nos constellations. Ni une ni deux, je pris donc mon appareil photo dans les alentours de minuit, appareil dont je louais les mérites, pour immortaliser cette demoiselle si longtemps contemplée à travers les âges. Je me mis donc à parcourir les sentiers en pleine nature, afin de pouvoir voir le meilleur angle pour traduire cet astre millénaire. C'est alors que je trouva un endroit où la possibilité de poser mes bras serait parfait pour ne pas trembler et offrir à l'objectif un support stable. À la cible de quelques réglages et au bonheur de la contempler nettement, à travers ses feuilles de verre, je pus avec joie la prendre en photo, chose que je vous partage ici même. Nous pouvons dès lors constater sa face tachetée, munie de ce que nous pouvons interpréter également de cratères. Si j'étais absorbé par mon but de tel un prédateur sur sa proie, je ne pus m'empêcher de faire un rapprochement sur un danger imminent sur l'instant. Cette nuit était calme. Les bois laissaient se faire entendre le frottement des feuilles à travers le vent. L'oiseau de Minerve se voulait ce soir-là silencieux, et dans ces bois obscurcis par la nuit, je ne pus m'empêcher de fabuler à cette bête tapie dans l'ombre, guettant de toute sa bestialité le pauvre villageois, isolé assez fou pour se promener en pleine forêt dans une nuit noire. Un soir de pleine lune, d'autant plus que la France semble le terrain propice à ces êtres à travers les multiples contes et légendes qu'elle détient. Cette créature vulgairement appelée loup-garou, mais pour les connaisseurs, appelée le lycanthrope. Le loup depuis la nuit des temps a toujours été une fascination chez l'homme, à la fois sacré comme maudit. En tout temps, il questionna la façon de voir le monde et de l'expliquer, représentant de Dieu, force surnaturelle ou animal féroce, il est comme instauré dans nos gènes, d'autant plus que nous le retrouvons dans tous les continents. Parfois seul ou en meute, cet animal, par sa capacité d'adaptation, s'est retrouvé à la vue de chaque homme. Dans sa nature sauvage et parfois apprivoisable, il s'est vu approprier tout un folklore qui aujourd'hui le suit encore. Autrefois craint, mystifié, apprivoisé, diabolisé, rationalisé pour terminer être aimé, il fait partie des animaux le plus représentés à notre espèce, s'associant parfois même jusqu'à nous, par l'âme,
par le comportement et parfois par l'enveloppe. Dans la conscience collective, le loup-garou est décrit d'une manière anthropomorphique alliant les meilleures caractéristiques des deux espèces. L'apparence du lycanthrope sous sa forme animale varie selon le folklore des pays. Il est généralement décrit comme difficile à différencier d'un loup ordinaire au premier abord, avec une grande gueule, des yeux étincelants. Il est peut-être aussi un loup immense, un humain, ne possédant que la tête d'un loup, appelé cynocéphale, ou un mélange des deux. Le corps recouvert de poils, une queue, des crocs pointus, avec des griffes acérées et des pattes de loup. Pouvant rester sur deux pattes comme un être humain, le fait que le lycanthrope n'ait pas de queue est parfois attesté. Gardant des yeux et une voix humaine, il est reconnu également avec une force musculaire puissante, un pelage généralement noir quand il est associé au diable ou aux sorcières. Avec une ouïe, un odorat, une vision accrue, nyctalope, favorisant avec délectation la chair humaine, notamment celle des enfants et des parties tendres du corps des femmes. Dans leur chasse, nous relevons une nature sadique, car non satisfaire de se rassasier, il s'avère qu'ils semblent prendre un malin plaisir à mutiler, torturer, voire abuser ses victimes, capables en outre d'être charognards en déterrant les cadavres fraîchement enterrés pour s'en repaître. Leur particularité singulière serait que durant la nuit, et à chaque pleine lune, le lycanthrope serait condamné à errer sous forme de loup jusqu'au matin, majoritairement décrit comme un être maléfique, possédant les capacités du loup et de l'homme à la fois. Il serait doté également d'une force colossale, une grande férocité puisqu'il serait capable de tuer de nombreuses personnes en une nuit. Puis d'une manière ironique, ne se rappellerait rarement de ses méfaits nocturnes après avoir repris sa forme humaine, laissant les futures victimes dans la paranoïa la plus totale et la compassion de devoir éliminer quelqu'un qui, au final, n'a rien demandé ou fait, vivant cela comme une maladie ou une malédiction fataliste. Si ces êtres maudits au premier abord vous inspirent les clichés d'Halloween, c'est que malheureusement, tel le zombie ou le vampire, même si le mot anglais werewolf nous laissa interpréter le nom du loup-garou, non simplifié de son appellation originelle, il fut utilisé à tort et à travers dans la culture pop et les navets des films d'horreur. Quand j'écrivis ces lignes, la question se posait là. Comment pouvais-je parler de lycanthropie sans qu'un soupir d'exaspération se fasse entendre? Même s'il n'est pas aisé d'œuvrer à cette tâche, je peux comprendre le là habituel que cela peut susciter. C'est pour cela qu'il est vital de parcourir une partie de ses origines sous différents angles. Jusque-là encore, pour le monde général, encore peu méconnu ou méconnu. La transformation d'abord chez le lycanthrope peut être due à plusieurs causes, comme une malédiction ou un pacte émis par un diable, un châtiment divin suite à une mauvaise action, un rituel volontaire par un chaman, une transformation par un objet ou une potion, ou d'un sortilège infligé par une sorcière, ou par hérédité, etc. Et plus précisément à la morsure ou à la griffure d'un loup ou d'un autre lycanthrope. À l'image du mort-vivant qui serait donc de nature virologique, les croyances européennes sur les lycanthropes intéressèrent même la Société de cryptozoologie de Londres, qui décrivait la présence d'un virus nommé le LIC-V ou LIC-5 dans le sang des lycanthropes, fonctionnant de la même manière que celui du sida pour changer les humains en loups. Qui plus est, beaucoup de récits liés au loup-garou prennent leurs racines dans la réalité, la difficulté étant surtout de faire la part entre les faits réels et les fabulations, les histoires et les légendes, se mêlant étroitement, entachent la source même de la lycanthropie. Le lycanthrope, premièrement, ne fut pas créé en même temps que l'homme citrouille. Ses origines sont encore plus anciennes. La plus lointaine connue par ma mémoire est celle dont le mot lycanthrope tire son étymologie, celui du roi Lycaon. Dans la mythologie grecque, Lycaon était le roi d'Arcadie. Il était connu comme un roi cruel qui ne respectait rien ni personne, pas même les dieux. Un jour, Zeus, alerté par ses espions, voulut le mettre à l'épreuve,
Avec d'autres dieux, il se transforma en mendiant et se présenta au palais de Lycaon pour voir si celui-ci allait les décevoir. Lycaon, devinant qu'il s'agissait d'un piège, il invita les mendiants à manger à sa table. Et, pour vérifier si c'était bien des dieux, ses fils et lui firent tuer son propre petit-fils, Arcas, le découpant en morceaux pour le faire cuire et l'offrir aux dieux à manger. Les dieux s'en aperçurent, sauf Déméter, qui avait par erreur déjà mangé une épaule à cause du souci qu'il a rongé de savoir sa fille Perséphone disparue à ce moment-là par Hadès. Ils ressuscitèrent donc Arcas, son épaule manquant fut remplacée par une épaule en argent, et courroucés d'une immense colère, transformèrent Lycaon et ses fils en loups. Par ailleurs, le cannibalisme chez les Grecs fut donc associé à lycanthropie à cause de la prédilection de cette royauté à se nourrir de chair humaine, d'autant plus qu'au 5e siècle avant notre ère, Hérodote relatait que les Grecs qui s'établirent sur les bords de la mer Noire considéraient les habitants de ces contrées comme des magiciens capables de se métamorphoser en loups. Toutefois, au 1er siècle, Arrêté de Cappadoce parlait d'hommes persuadés d'être faits de verre, craignaient donc d'être cassés, auquel cas ils seraient transformés en loups, travaillés par les appétits et les affres de cet animal féroce, se jetant sur les troupeaux et les hommes pour les dévorer, sortant la nuit de préférence, hantant les cimetières et les monuments hurlant à la mort, avec une perpétuelle altération, les yeux enfoncés et hagards, ne voyant qu'obscurément comme s'ils étaient entourés de ténèbres, les jambes meurtries par les égratignures et les morsures de chiens. Si ces hommes loups ont des origines se résumant d'un départ folklorique, voire, comme nous l'avons vu, mythique, d'une manière plus scientifique, une science essayait de traduire le caractère des individus par rapport à leurs traits de physionomique, côtoyant celui de l'animal, avec lesquels ils semblaient correspondre, décrivant donc leur caractère. Cette soi-disant science fut appelée de la physiognomonie. La lycanthropie pouvait être aussi considérée comme une forme de physiognomonie, où elle est une forme d'anthropomorphisme, car présenter un homme cruel comme un loup était une manière d'attribuer une attitude humaine à un animal. Dès lors, on considérait un humain être un lycanthrope quand celui-ci détenait les caractéristiques distinctives suivantes: les sourcils qui se rejoignent au-dessus du nez, des majeurs bien plus longs que ses autres doigts, au moins rougeâtres, les oreilles pour les hommes plus longues que la normale, des ongles ovales enracinés loin sur les doigts, des doigts palmés et plats, avec des pouces trapus, beaucoup de poils sur les bras, notamment à l'intérieur des mains, sautes d'humeur fréquentes, cheveux épais. Cette confirmation se voyait vérifiée quand un sujet était victime d'hypertrichose, une maladie qui se manifeste par l'apparition d'une pilosité excessive sur tout le corps. Bien que le nombre de cas observés soit très rare, on pouvait supposer que dans le passé, les personnes atteintes étaient stigmatisées et prises pour des bêtes, ou de porphyrie, qui est une maladie génétique rare se caractérisant par une surabondance de porphyrine dans l'organisme, précurseur de l'hème, qui conduit à un déficit pigmentaire dans les cellules des globules rouges. Ce dérèglement s'accompagne de symptômes extérieurs qui ont sans doute laissé penser à des cas de lycanthropie, provoquant notamment une coloration des dents et des ongles en rouge, des nécroses au niveau des gencives, faisant ressortir les dents, avec une croissance rapide des cheveux, une forte photosensibilité, provoquant des douleurs à chaque exposition à la lumière du jour, condamnant les malades à vivre dans l'obscurité, etc. L'évolution de la maladie rend l'apparence de la victime de plus en plus effrayante. La peau se décolore, la pilosité augmente, des lésions cutanées attaquent le cartilage et les os en atteignant fortement le nez, les oreilles, les paupières et les doigts. De plus, cette maladie est souvent accompagnée de troubles mentaux, hystérie, délire et psychose maniaco-dépressive. La porphyrie se transmet génétiquement et des cas nombreux de lycanthropie peuvent avoir été mentionnés en des lieux précis, à l'époque où la médecine n'existait pas encore, les victimes devenant des parias et des boucs émissaires. Quoi qu'il en soit, ces hommes et femmes auraient donc été capables de thérianthropie,
ou zoanthropie qui sont la transformation d'un être humain en un autre animal, de façon complète ou partielle, aussi bien que dans la transformation inverse dans le cadre mythologique et spirituel concerné. Ici, nous parlons d'humains se transformant en un loup, donc spécifiant le terme lycanthrope. La lycanthropie, non seulement d'avoir des caractères physiques ou physionomiques, pouvait être aussi une maladie psychiatrique que l'on reconnaît aujourd'hui. De nombreuses explications étaient avancées au fil des siècles, étant un phénomène imaginaire et maladif, décrivant ainsi les malades qui en sont atteints comme pâles, les yeux enfoncés et la langue fortement sèche, ce qui est notamment à l'origine de nombreux aveux lors de procès de loups-garous. Certains chercheurs affirmèrent aussi que la lycanthropie clinique était due à un excès de mélancolie ou d'un déséquilibre des humeurs, c'est-à-dire des fluides qui circulaient dans le corps. Selon les médecins, cette mélancolie pouvait provoquer des hallucinations et des fantasmes jusqu'à alors conduire à la folie. On recommandait de soigner la lycanthropie avec des bains, des purgations, des saignées et un régime, ou encore de leur enduire leurs narines d'opium. En 1621, la lycanthropie fut décrite à une forme de démence due à l'influence de magiciens et de sorcières, un déséquilibre du régime alimentaire, une atmosphère délétère et un manque de sommeil ou d'exercice, laissant en proie les personnes isolées de la société aux médisances et à la méfiance des personnes conformes habitant en communauté. 2 siècles plus tard, l'écrivain Colline de Plancy déclara dans son dictionnaire infernal: c'est une maladie qui, dans les siècles où l'on ne voyait partout que démons, sorcellerie et maléfices, troublait l'imagination des cerveaux faibles, au point qu'ils se croyaient métamorphosés en loups-garous, et se conduisaient en conséquence. Les mélancoliques étaient plus que les autres disposés à devenir lycanthropes, c'est-à-dire hommes-loups. Nombreux essayaient d'expliquer les meurtres en série par celui de la lycanthrope, pour lesquels ils trouvaient une explication à des époques peu rationnelles et dont la connaissance et la vie critique étaient malheureusement encore bien pauvres. Cette théorie était accréditée par le fait que les tueurs en série s'adonnaient parfois au cannibalisme, aux mutilations et aux attaques cycliques, correspondant notamment avec caractéristiques du lycanthrope déjà abordées précédemment. D'ailleurs, dans la mythologie nordique, des êtres humains, pour chasser, prenaient l'aspect d'un loup. L'origine du mythe vient d'ailleurs peut-être de la mythologie nordique, avec ces dieux qui se métamorphosaient en ours ou en loup. Arme, la peau, était une des formes que pouvait prendre l'âme. Celle-ci pouvait s'en munir de plusieurs. La manifestation de l'arme s'accompagne d'un accroissement de force, pouvant prendre l'aspect d'un animal et se jouer des distances et des obstacles. Le changement de forme, tandis que l'individu tombe en léthargie, est un point qui rappelle exactement la transe pendant laquelle l'esprit du chaman visite l'autre monde et entre en communication avec les esprits qui l'interrogent. D'un point de vue plus connu, nous pouvons le démontrer avec les guerriers berserkir. Ce point de vue est intéressant car il détient une véritable réalité historique, puisqu'ils sont mentionnés non seulement dans les sagas mythologiques, mais aussi dans des documents historiques. Il y a 3 sortes de classes: les Svinfylkingar, nommés les guerriers sangliers, et Ulfhendar ou Ulfark, nommés les guerriers loups, les berserkers, nommés les guerriers ours. Ils étaient censés prendre pour compagne des femmes louves nommées les Verginfur, et porter des chemises en peau de loup. Ils partaient à l'assaut en poussant des cris de bêtes et des hurlements de loups. Leurs adversaires croyant ainsi faire face à des guerriers mi-hommes, mi-bêtes, les berserkers allaient au combat sans cotte de maille, enragés comme des chiens ou des loups, en mordant leurs boucliers, forts comme des sources ou des taureaux. Ils tuaient, et ni le feu ni le fer n'avaient prise sur eux. Ils entraient dans cette fureur guerrière lors des combats, munis d'une frénésie sacrée. Leur extase pouvait être due à la consommation de psychotropes ou des rituels chamaniques menés par des trollmen, décuplant leur force et les rendait insensibles à la douleur. Les guerriers berserkir pourraient avoir marqué les populations de l'époque et contribuer à répandre la légende des lycanthropes. Par ailleurs,
Les Vikings ont peut-être transmis leur légende sur les lycanthropes aux tribus amérindiennes du nord du continent américain pendant la colonisation viking en Amérique, bien avant Christophe Colomb. Chez les Indiens Navajo, on retrouve la croyance concernant la peau de loup, comme en Europe. Des sorciers, nommés marcheurs de peau, sont mentionnés comme capables de se transformer en l'animal qu'ils souhaitent, par magie, s'ils portent une partie de cet animal. Les chamans amérindiens sont aussi parfois décrits comme capables de se faire habiter par l'esprit du loup. Les Navajo craignaient ainsi donc des sorciers habillés de peau de loup, nommés les Migob. D'une manière plus récente, un des rares cas de lycanthropie fut répertorié comme tel dans les annales de la justice française au XVIe siècle. Une véritable psychose régnait dans les campagnes. Des procès furent organisés et de nombreuses personnes furent ainsi exécutées, accusées de se transformer en loup. Mais dans la plupart de ces procès, il y a eu effectivement des meurtres à caractère cannibale de commis. À l'époque, nul ne doute de l'existence des loups-garous dans lesquels on voit la manifestation du diable. En Franche-Comté, en 1574, Gilles Garnier était accusé d'avoir tué plusieurs personnes, dont des enfants, et de les avoir dévorés après s'être transformé en loup par un pacte passé avec le diable. Lors du procès, l'accusé lui-même avoua avoir utilisé un onguent magique assimilé aux sorcières et condamné au bûcher à ce moment-là, pour enduire son corps avant d'attaquer ses victimes. Dans une autre mesure, un cas de synanthropie associé à une mélancolie délirante a été décrit en 1985. La patiente, âgée de 66 ans, n'avait aucun antécédent psychiatrique connu. La symptomatologie consistant initialement en des déambulations à quatre pattes et tentatives de morsure des soignants, a régressé avec une association d'antidépresseurs et sismothérapie. Si nous admettons que cela aujourd'hui représente une maladie bien sérieuse, elle peut aussi s'expliquer par une différence culturelle ou de déstructuration émotionnelle lors de la croissance d'un jeune individu, ou d'isolement dès l'enfance à l'image de Romus ou Romulus, élevés par des loups. Ou d'une manière plus concrète, nous avons le cas de l'enfant sauvage appelé Marie-Angélique Mémy, capturée dans le village de Songy, en Champagne, en septembre 1731, ayant survécu 10 années en forêt sans utiliser de langage articulé. Elle est l'unique exemple d'enfant sauvage à être reconnu comme authentique dans les archives secrètes du Vatican, en raison d'informations reçues sur son comportement élaboré de survie lors de sa capture. Chasseuse, nageuse, pêcheuse, parfois très violente, etc. Ainsi que sur son alimentation. Tout aliment cuit la rendait malade. Elle se nourrissait exclusivement de végétaux crus et de proies dévorées crues, ce qui atteste d'une longue désociabilisation. Des histoires d'hommes-loups parcourent tous les pays en tout temps, et nul besoin de s'aventurer très loin pour se pencher sur la question. La France est un pays très fertile en légendes lycanthropiques, et les loups-garous y sont surtout vus comme des démons venus terroriser le peuple sous le commandement du diable. Des récits de transformation involontaire sont rares. Le dictionnaire infernal rapporte l'histoire d'un chasseur égaré dans les montagnes d'Auvergne vers 1588. Il fut attaqué par un loup énorme. En se défendant, il lui coupa la patte droite. L'animal mutilé s'enfuit, emboîtant sur 3 pattes, et le chasseur se rendit dans un château voisin pour demander l'hospitalité au gentilhomme qui l'habitait. En le voyant, celui-ci lui demanda s'il avait fait bonne chasse. Le chasseur voulut tirer la patte qu'il venait de découper au loup de sa gibecière, mais, au lieu d'une patte, il trouva une main portant un de ses doigts, un anneau que le gentilhomme reconnut comme celui de sa femme. Il se rendit auprès d'elle et la trouva blessée, cachant son avant-bras droit. Ce bras n'avait plus de main. On y rajusta celle que le chasseur avait rapportée, et elle fut forcée d'avouer que c'était elle qui avait attaqué le chasseur sous la forme d'un loup. Le gentilhomme livra sa compagne à la justice, et elle fut brûlée. Dans la région du Languedoc, à l'époque, rien ne put être prouvé sur l'existence d'un ou plusieurs animaux, ni de quel animal il s'agissait. La plupart des témoins parlaient d'une bête de type inconnu.
On l'appela donc la bête du Gévaudan. Une des thèses est celle d'un loup, mais les habitants, qui connaissaient tous les loups, s'accordaient à dire que c'en était pas un. Parmi d'autres hypothèses, on proposa une hyène et même un fléau de Dieu. D'autres suggérèrent qu'il s'agissait d'un chien-loup, dressé depuis son plus jeune âge pour attaquer les personnes faibles, recouvert d'une cuirasse en peau de sanglier, ou de fous recouverts de peau d'animal suite aux mutilations et aux abus sexuels sur les cadavres, tandis que d'autres indiquaient la présence, non pas d'un loup, mais d'une meute expliquant comment la bête pouvait se mouvoir si rapidement, et sévir avec un enchaînement si fluide d'un endroit à un autre. Un abbé, qui dit l'avoir vu, l'a décrit ainsi. La bête se redresse sur ses deux jambes de derrière, et, dans cette position, elle badine de ses deux pattes de devant. Pour lors, elle paraît de la hauteur d'un homme de taille médiocre. Bien que déclarée plusieurs fois blessée, la bête échappa à maintes reprises à ses poursuivants. Les victimes sont surtout des enfants ou des jeunes femmes isolées. Quelquefois, la bête n'hésitant pas à s'attaquer à des groupes d'enfants, qui arrivèrent souvent à la repousser malgré quelques blessures. Le roi expédia donc en Gévaudan plusieurs troupes de soldats. C'est des louvetiers expérimentés qui ne purent venir à bout de la bête. Néanmoins, elle fut abattue en 1767 et tuée par un paysan nommé Chastel, qui recevra du roi une récompense. Chastel avait chargé son fusil d'une balle d'argent bénie et de 5 chevrotines. Il abat l'animal de grande taille ressemblant à un loup. Dans son ouvrage imprimé de 1889, l'abbaye Pierre Pouchet narre la scène ainsi. Quand la bête lui arriva, Chastel disait des litanies de la Sainte Vierge. Il la reconnut fort bien, mais par un sentiment de piété et de confiance envers la Mère de Dieu, il voulut finir ses prières. Après, il ferme son livre, il plie ses lunettes dans sa poche et prend son fusil et à l'instant tue la bête qui l'avait attendue. Néanmoins, le comportement de la bête face à Chastel laissa des soupçons, car le fixant sans bouger jusqu'à se faire abattre laissait supposer l'idée que cette créature connaissait déjà le chasseur. D'autant plus qu'en enquêtant, Jean Chastel est connu sous le sobriquet de la Masca, autrement dit, fils de la sorcière en occitan. Depuis, les récits romancés du diplomate Abel Chevalet et du conteur Henri Porrat et Chastel transfigurés en meneurs de loups, réputés pour leur influence surnaturelle sur ces animaux, voire leur don de métamorphose, sont suspectés d'avoir commis les meurtres par pur sadisme ou justice privée. Les Chastel inspirent les thèses de certains éthologues, non historiens de métier et défenseurs du loup. Ils parlent le langage des loups et sont parfois décrits comme des sorciers, d'anciens loups-garous ou des meneurs de bandes de loups-garous. Ils charment les loups avec de la musique ou des formules magiques et les cachent pendant les battues. Dans le Morvan, le meneur qui s'est transformé en loup-garou convoque son troupeau de loups dans quelques sombres carrefours, lieu traditionnel des maléfices. Ses farouches protégés, assis en rond autour de lui, le fixant sans bruit, écoutant attentivement ses instructions. Il leur indique les troupeaux de moutons mal gardés, ceux de ses ennemis de préférence, mais les loups-garous sont aussi maltraités par le diable, leur maître qui les flagelle pendant leur promenade nocturne, au pied de toutes les croix, au milieu de tous les carrefours. Toutefois, aucune preuve véritable n'accrédite de telles accusations. C'est donc en partie un mythe qui se construit à partir d'éléments réels et sur les rumeurs qui vont de bon train dans le royaume à l'époque. Dans un autre registre, les Warlous se métamorphosent à minuit grâce à un pacte démoniaque, après s'être renduit les membres inférieurs devant et derrière, avec une mixture nommée l'amalgame. Ils adressent une supplique à Satan. Ils sont recouverts par le pelage de l'animal désiré, tout en conservant l'entendement humain. Ils se promènent dans la forêt de minuit à l'aube sans faire de bruit, égorgent et dépecent les chiens et le bétail et se désaltèrent du sang de leurs victimes, généralement solitaires, mais savant s'allier pour associer leur pouvoir maléfique. La vue du sang les affole. Ils sont connus comme souvent invulnérables, cependant, ne tuent toutefois pas les êtres préférant leur sucer parfois le sang comme des vampires. Il est impossible de tuer les Warlous. En revanche, lorsqu'on les blesse, même s'ils sont insensibles à la douleur et guérissent très vite, conservant toujours leurs cicatrices. Avec les simples exemples que je viens de mentionner,
Nous pouvons déjà dépeindre la source du lycanthrope de nos jours, présenté comme un être maudit hybride à la fois humain et loup, possédant une force, une agilité, une férocité, des sens accrus, doté en plus de pouvoirs de régénération avec une prédisposition à craindre les balles en argent, se transformant les nuits et soirs de pleine lune, retrouvant sa forme humaine au petit matin sans souvenir des atrocités commises en pleine nuit. S'il en fait souvent l'acolyte du vampire, c'est que ces derniers ont tendance à côtoyer le diable dans les histoires européennes, notamment celles romancées. Toutefois, tout ce folklore englobant la mythologie du loup desserva leur existence, car à l'image des Dents de la Mer, par la terreur qu'il inspirait aux gens, ces derniers furent pratiquement pourchassés et éradiqués, œuvrant un véritable massacre pendant de longues périodes jusqu'à avoir, de nos jours, plus aucun loup sur nos territoires autrefois peuplés de ces animaux. Le récit étant achevé, je t'invite, explorateur, à poursuivre ton chemin. Cette bibliothèque te sera toujours accessible, pour le peu que tu sois voué à revenir un jour. Dans la retranscription papier de l'œuvre et de l'esprit, une oreille sera toujours la bienvenue pour le conteur que je suis.